Cette question vieille comme le monde appelle des réponses nouvelles et déconcertantes. À en croire des découvertes récentes, les conditions nécessaires à la vie pourraient bien être plus répandues qu'on ne le pensait. La science-fiction n'avait rien décrit de comparable à ce qu'on découvre aujourd'hui. Les missions envoyées sur notre voisine Mars fournissent des données permettant de croire qu'il s'y trouve de l'eau, l'un des ingrédients clés de la vie. Mars recèle beaucoup d'eau sous forme de glace. C'est un cube de glace recouvert de terre. Et des sondes spatiales découvrent les éléments chimiques constitutifs du vivant dans les lieux les plus inattendus. Les germes de la vie se retrouveraient potentiellement sur toutes les planètes de notre système solaire. Mais qu'en est-il des confins glacés de notre système solaire et même d'au-delà? La vie peut-elle s'y être implantée? De nouvelles missions nous donnent à voir des mondes étranges, des lunes recelant peut-être de vastes océans sous des kilomètres de glace. Des paysages parsemés de centaines de volcans actifs. Le périmètre susceptible d'abriter la vie s'est étendu de la Terre jusqu'aux confins du système solaire. Et des sols crachant des jets immenses jusqu'à des centaines de kilomètres dans l'espace. On pourrait tenir dans nos mains la preuve de l'existence d'une vie extraterrestre. Que l'une d'elles ressemble à la Terre. On trouvera des mondes habitables, c'est sûr. La semaine prochaine, l'année prochaine, tôt ou tard. L'idée qu'il pourrait exister des formes de vie extraterrestres est plutôt séduisante. Notre espèce se demande depuis longtemps s'il se trouve d'autres mondes capables d'abriter la vie. Aujourd'hui, les avancées dans la recherche spatiale rendent les chances de le découvrir de plus en plus concrètes. J'adorerais découvrir une forme de vie extraterrestre. J'aime à penser qu'on y arrivera, et ce, dans les années qui viennent. Les recherches se concentrent sur un trio d'ingrédients clés. En premier lieu, les composants essentiels des organismes vivants. Ils sont constitués d'éléments simples, présents dans le nuage de gaz et de poussière qui a donné naissance à toutes les planètes et à leurs satellites. Ces composants chimiques pourraient avoir été disséminés dans tout le système solaire il y a des milliards d'années, par les comètes et les astéroïdes. Ce sont des composés dits organiques, formés de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'azote. Le deuxième ingrédient, c'est l'eau qui va permettre à ces composés de se mélanger et d'interagir. Enfin, il faut une source d'énergie, comme le soleil, nécessaire à la mise en œuvre des processus chimiques dont découle la vie. Les chercheurs ont longtemps été persuadés que ces trois ingrédients ne pouvaient exister, le cas échéant, que sur des planètes situées à une distance raisonnable du Soleil. Trop près, c'était trop chaud. Et au-delà de Mars, trop froid. Aujourd'hui, des missions envoyées aux frontières de notre système solaire remettent en cause ces conceptions.
Voici Jupiter, vu par l'œil de la sonde spatiale Voyager 1, lancée il y a des décennies pour explorer le système solaire externe. À près de 800 millions de kilomètres du Soleil, le froid est tel qu'il est peu probable d'y trouver la moindre trace de vie. Voyager s'approche d'Io, l'une des quelques 60 lunes en orbite autour du mastodonte gazeux. Io devrait être un satellite glacial et stérile. Pourtant, Voyager enregistre quelque chose de totalement inattendu. Ces images réelles de sa surface révèlent des centaines de volcans géants en activité. D'autres sondes ont repéré depuis d'immenses lacs de lave en fusion. Sur notre planète, l'activité volcanique est alimentée par la chaleur du noyau terrestre. Mais Io est si petite qu'elle a dû se refroidir totalement il y a des milliards d'années. C'est donc que son cœur dissimule une autre source d'énergie. La découverte d'un volcanisme actif sur Io constitue une découverte majeure pour les planétologues. L'observation des volcans terrestres et l'étude de très nombreuses données récoltées aux abords d'Io permettent à Ashley Davis d'imaginer à quoi ressemblerait une promenade sur son sol. Figurez-vous un environnement extrêmement hostile. Soit très froid, soit très chaud, là où surgit une activité volcanique. Pas d'atmosphère. Vos pas rebondissent légèrement, car la pesanteur sur Io, comme sur la Lune, est 6 fois moindre que sur la Terre. Vous entendez le sol craquer sous vos pieds en évoluant entre les volcans dans ces vastes plaines. Nous voici au milieu d'un champ de lave. C'est noir et relativement chaud. Cette lave provient d'un volcan comme celui qu'on aperçoit là-bas. La sonde New Horizons survole Io. Au passage, elle photographie une éruption colossale. Ce volcan s'appelle Tvashtar. Un immense panache de soufre est projeté à une hauteur de 300 km. Sur ces images prises par la sonde, on voit clairement le panache se déployer puis retomber en pluie sur la surface. Sur Io, les éruptions volcaniques sont phénoménales. Les gaz libérés par la lave projettent des nuages jusque dans le vide interstellaire. C'est très spectaculaire. Qu'est-ce qui peut bien générer autant d'énergie au cœur d'une lune réputée inerte et gelée? D'où vient cette incroyable puissance? La réponse à cette question, c'est Jupiter, sa planète parente, qui nous la fournit. L'orbite d'Io autour de Jupiter dessine une ellipse et non un cercle. À chaque révolution, Io est malmenée en tous sens par les forces gravitationnelles de Jupiter et des autres lunes. Un passage au plus près du géant Jupiter lui fait subir une déformation de plus de 100 mètres. Des milliards d'années d'un tel traitement ont fait naître d'intenses frictions au sein de la petite lune. Le satellite malmené réagit comme un morceau de métal qu'on plierait et déplierait. Il s'échauffe. C'est l'origine du cœur volcanique d'Io.
La considérable force de marée générée par l'attraction gravitationnelle de Jupiter crée une source d'énergie alternative très loin des rayons chauds du Soleil. Une source d'énergie capable, en théorie, de promouvoir la vie. Ce qu'Io nous apprend d'important, c'est qu'il ne faut plus croire que les zones habitables sont forcément dépendantes de l'énergie du Soleil. Le périmètre susceptible d'abriter la vie s'est étendu de la Terre jusqu'aux confins du système solaire. Cependant, la probabilité que la vie existe sur Io elle-même est des plus minces. Car elle dispose certes d'une source d'énergie et pourrait abriter les éléments chimiques constitutifs du vivant disséminés par les comètes et les astéroïdes il y a des milliards d'années, mais les chercheurs n'ont pas trouvé trace du troisième ingrédient clé, l'eau, ou son équivalent liquide. Heureusement, Io n'est pas la seule lune de Jupiter. Galileo, un vaisseau non habité de la NASA, survole la lune suivante, Europe. Il a survolé Europe 12 fois, pas une de plus. Pratiquement toutes nos données sur Europe viennent de ces 12 passages. Et chacun d'eux nous a jetés dans un état d'excitation inouïe. Légèrement plus petite que notre Lune, Europe est recouverte de glace. D'après les données collectées par Galileo, sa surface affiche une température de moins 127 degrés Celsius. Rien de très propice à la vie. Mais la sonde, en se rapprochant, enregistre ces images. Un mystérieux réseau de fissures sombres est comme gravé sur la surface gelée d'Europe. À certains endroits, la glace s'est craquelée et une tranchée s'est formée. Puis un matériau a rempli le vide et a gelé, ressoudant les parties. En plus des fissures sombres, la sonde met en évidence d'immenses champs de glace déchiquetés. Comme si la glace avait fondu, s'était brisée puis reconstituée grossièrement. On observe un processus violent de destruction du sol. Pour l'œil exercé d'un expert, le motif est familier. Il rappelle la glace qui recouvre les océans terrestres. Galiléo prend aussi des mesures du champ magnétique d'Europe. Son analyse révèle la présence sous la glace d'un courant électrique qui pourrait correspondre à celui d'un océan salé d'eau liquide. Tout indique la présence d'un océan sous la glace. Le comportement du champ magnétique suggère qu'à plusieurs kilomètres sous la surface gelée d'Europe, un océan pourrait se tapir. Un océan de 100 km de fond. Cette petite lune recèle peut-être 2 fois la quantité d'eau liquide contenue dans les océans terrestres. Quelque chose doit provoquer la fonte des glaces depuis le cœur d'Europe. Là encore, le responsable est Jupiter. La force gravitationnelle qui triture les entrailles rocheuses d'Io pour les transformer en magma est aussi à l'origine de la fonte des glaces d'Europe et de cet océan caché d'eau liquide qui zèbre sa surface gelée. La glace craque et grince en permanence, créant énormément de friction et donc de chaleur. Mais la question est de savoir si quelque chose pourrait vivre dans cet océan liquide froid enfermé sous des kilomètres de glace sans aucun accès à l'énergie du soleil. Pour le découvrir, le biologiste Tim Shank explore les océans de notre planète qui présentent le plus de ressemblances avec les profondeurs glacées d'Europe. Nous sommes à 320 km du pôle Nord.
Tim Shank envoie des robots à la recherche de formes de vie à 3600 mètres sous la couche de glace arctique, là où la lumière du soleil ne perce jamais. Explorer les profondeurs de l'océan Arctique, c'est comme partir en exploration dans le système solaire. C'est un monde de pression et de température extrême où pourrait exister la vie. Ici, l'activité volcanique broie et pétrit le fond de l'océan. Les chercheurs postulent qu'un phénomène similaire est à l'œuvre sous l'océan d'Europe. Il doit y avoir un noyau rocheux soumis à la force de marée et aux attractions qui se déforme comme le reste de la planète. Et la chaleur produite doit se répercuter quelque part. Sur le fond tourmenté de l'océan Arctique, les robots de Tim Shank collectent les preuves de la rigueur de l'environnement. Des fissures volcaniques crachent une eau à 370 degrés saturée de composés chimiques toxiques comme le sulfure d'hydrogène. Tim Shank est persuadé que ce genre de fissures se retrouve sur les fonds marins d'Europe. Et là, agglomérée autour des fissures dans le noir le plus total, l'armada de Tim Shank découvre des organismes vivants. On a découvert de nouvelles formes de vie, des microbes qui recouvrent des kilomètres de fonds marins. Même les eaux les plus froides et les plus profondes des océans polaires recèlent une vie qu'on ne soupçonnait pas. Incapables d'utiliser l'énergie du soleil pour alimenter leurs processus vitaux, ces microbes se servent du soufre, de l'hydrogène et du méthane comme source d'énergie chimique. Et les microbes composent le premier maillon d'une vaste chaîne alimentaire. La découverte de la vie ici rend plausible l'éventualité d'une vie sur Europe. Il me paraît clair que les éléments chimiques constitutifs du vivant existent sur Europe. Je vois mal lequel pourrait manquer dans ces eaux. Je serais surpris qu'on n'y découvre aucune forme de vie. Europe recèlerait donc à la fois de l'eau liquide, une source d'énergie et les éléments chimiques constitutifs du vivant sans doute déposés par les comètes et les astéroïdes. Nous voici de plus en plus tentés de croire que des formes de vie existent dans des lieux où on n'aurait jamais pensé les trouver. Des lunes qui, en exécutant leur révolution, produisent de la chaleur, donc une fonte des glaces et des océans souterrains propices au développement de la vie, voilà une idée qui bouscule nos conceptions. Parvenir à poser une sonde sur Europe pour tester cette théorie serait déjà une gageure. Cependant, ce ne serait qu'une partie du défi posé par la recherche de la vie à une distance de 800 millions de kilomètres. Il faut concevoir un robot capable de traverser des kilomètres de glace. Ce n'est déjà pas évident sur Terre. Ensuite, il faut qu'il puisse nager. On y arrivera. Et j'adorerais pouvoir le voir, mais ça va être difficile. Europe n'est pas le seul lieu intrigant dans les confins du système solaire. Des conditions similaires pourraient-elles exister sur d'autres lunes en orbite autour d'autres planètes? Des planètes encore plus éloignées du Soleil? La mission spatiale Cassini-Huygens a été conçue pour répondre à cette question. La sonde se dirige vers la planète aux anneaux, Saturne, située à près d'1,5 milliard de kilomètres du Soleil. Sa mission, explorer Saturne, déterminer comment se sont formés ces immenses anneaux et inspecter quelques lunes parmi les 60 et plus en orbite autour du géant. L'objectif de cette mission était de nous fournir le maximum d'éléments sur le système saturnien. C'est une mission d'exploration capitale. La sonde offre aux chercheurs une perspective inédite sur ce mystérieux système planétaire. Cassini a été équipé des instruments les plus sophistiqués jamais emmenés dans le système solaire externe. Des caméras, des spectromètres. C'est l'avant-poste robotisé le plus lointain que l'homme ait implanté autour du Soleil.
7 ans après son lancement, Cassini entre enfin dans l'orbite de Saturne. Les fameux anneaux nous apparaissent pour la première fois en détail. Ils s'étendent sur des centaines de milliers de kilomètres. Et pourtant, à certains endroits, ils n'excèdent pas quelques dizaines de mètres d'épaisseur. Utilisant ces instruments pour mesurer la longueur d'onde de la lumière réfléchie, la sonde confirme que ces anneaux majestueux sont constitués de milliards de particules brillantes de glace d'eau quasiment pure, dont la taille varie de celle d'un grain de poussière à celle d'une montagne. Après avoir passé près de 8 mois à collecter des données sur Saturne et ses anneaux, Cassini se dirige vers une des lunes avoisinantes. Cette minuscule boule de glace de seulement 500 km de diamètre, c'est Encelade. Et profonde de plusieurs centaines de mètres, elle présente de troublantes similitudes avec les lignes de faille terrestres. Encelade était l'un des principaux objectifs de la mission. Manifestement, il y avait eu une activité sur cette lune. La question était de savoir si c'était toujours le cas. À la faveur d'un nouveau survol, les capteurs thermiques de la sonde enregistrent une donnée inattendue. Au pôle sud, les rayures de Tigre devraient être plus froides que le reste de la Lune. Or, elles irradient de la chaleur. Bien que mesurées à la température glaciale de moins 50 degrés, les failles affichent en moyenne 95 degrés de plus que le reste de la Lune. Puis, la sonde modifie son orientation. Encelade se découpe alors sur le Soleil. Une perspective qui révèle d'immenses jets de glace projetés dans l'espace. Sur ces images réelles, on voit les jets s'élever à des centaines de kilomètres depuis les rayures de Tigre. Caroline Porco et son équipe n'en reviennent pas. On était loin de s'attendre à voir une véritable forêt de jets s'élancer à des centaines de kilomètres dans le ciel d'Encelade. On n'avait jamais rien vu de tel. Se pourrait-il qu'Encelade dissimule comme Io et Europe une source d'énergie interne? D'après les chercheurs, à chaque révolution d'Encelade autour de l'énorme Saturne, des frictions générées par les forces gravitationnelles causent un réchauffement qui induit le même phénomène de fonte des glaces que pour Europe. Les jets seraient en fait de l'eau liquide vaporisée gelant au contact du vide glacé de l'espace. Elle est propulsée à près de 200 km/h. Encelade subit une torsion en s'approchant de Saturne. Ça produit la même chose que quand vous tordez un trombone, un échauffement interne. Et cette chaleur pourrait induire la présence d'un liquide sous la surface. Enthousiasmée par cette découverte, l'équipe programme Cassini pour traverser les jets et y prélever des particules. Après plusieurs passages, les spectromètres de la sonde repèrent dans les jets certains éléments constitutifs du vivant.
C'était une découverte vraiment extraordinaire, parce qu'on constatait qu'il existait à la fois de l'eau liquide, une puissante source de chaleur et des matériaux organiques. C'est tout simplement ce qu'on recherche tous, le trio d'ingrédients indispensables à l'habitabilité d'une zone. Mais ce monde insolite et déroutant est-il vraiment susceptible d'abriter la vie? Caroline Porco imagine à quoi pourrait ressembler une quête du vivant sur la surface d'Encelade. Si vous arrivez sur Encelade aux abords des rayures de Tigre, vous entrez dans une région de neige éternelle. Le ciel est noir car il n'y a pas d'atmosphère. Vous avez l'impression de flotter en raison de la faible pesanteur. Avec le soleil dans le dos, vous ne voyez rien. Mais en vous positionnant face à lui, vous pouvez admirer un spectacle parmi les plus fantastiques du système solaire. D'immenses fontaines fantomatiques s'élancent dans les cieux. De fins cristaux de glace étincelants dont la plupart vont retomber pour couvrir le sol d'un manteau blanc. Si on ne se trompe pas en postulant que les jets d'Encelade proviennent de poches d'eau où la vie aurait pu éclore, une poignée de la neige de son sol pourrait contenir les restes de minuscules organismes vivants. Les instruments de Cassini n'ayant détecté aucune trace de vie en tant que telle, rien ne prouve pour l'instant la présence de micro-organismes dans ces jets. Pour autant, cette découverte classe Encelade au premier rang des lieux à visiter lors d'une prochaine mission. C'est comme s'il y avait un panneau sur Encelade qui dirait « Échantillon gratuit, servez-vous ». Tout ce qu'il y a à faire, c'est traverser ces panaches. Pas besoin de creuser ou de courir à droite et à gauche, les particules sont envoyées dans l'espace. La découverte d'une nouvelle source d'énergie et la présence éventuelle d'océans d'eau liquide à l'intérieur de certains satellites portent à croire que la vie a pu trouver d'autres moyens de s'implanter dans notre système solaire. Parallèlement, sur Terre, on découvre que la vie peut faire face à des conditions autrement plus drastiques que ce qu'on avait imaginé jusqu'ici. L'étude des environnements extrêmes révèle que certains microbes peuvent vivre dans des déserts arides et même se complaire dans des lacs saturés d'arsenic. Il existe des bactéries qui vivent agglutinées en mucus sur les parois de grottes dégoulinantes d'acide sulfurique en se nourrissant d'hydrogène sulfuré. Et nos rivières, gorgées de déchets toxiques, conviennent apparemment très bien à une espèce particulière de microbes. On sait aujourd'hui que certains micro-organismes peuvent vivre dans des environnements acides et même toxiques. Plus on étudie des environnements extrêmes, plus on y trouve de la vie. On repousse continuellement les frontières de l'existence du vivant. Des glaciers les plus froids aux sources chaudes les plus brûlantes. La vie sur Terre existe jusque dans des lieux très extrêmes. Elle est capable de prouesses exceptionnelles. Son adaptabilité et son ingéniosité nous étonnent tous les jours. Cela signifie-t-il que certains mondes que nous aurions jugés trop hostiles au premier abord
mérite d'être réexaminé? Nos recherches doivent évoluer en fonction des nouvelles possibilités. Au début de nos investigations, on recherchait des conditions semblables à celles qu'offre la Terre. D'accord, il faut a priori de l'eau, une source d'énergie et du carbone. Mais la question doit être formulée ainsi. Existe-t-il des êtres vivants d'un autre type à l'intérieur de notre système solaire? Chris McKay aimerait savoir si la vie peut se développer selon d'autres modes, peut-être même en utilisant d'autres genres de processus chimiques. Cela admis, pourrait-on envisager de voir les lieux les plus inhospitaliers se révéler de bien surprenants berceaux? Le système de Saturne compte un monde particulièrement inhospitalier auquel Cassini a envoyé son module Huygens rendre visite. Il s'agit de la plus grosse de ces lunes, Titan. La sonde détecte des éléments constitutifs du vivant dans son atmosphère, et son radar repère quelque chose de mystérieux sous les nuages amoncelés au-dessus de son pôle sud. On dirait un lac d'eau. De nouveaux survols révèlent l'existence de centaines de ces semblables disséminés au niveau des pôles nord et sud. C'était exaltant de se pencher sur le mystère de ces lacs. Que signifiait-il? Titan est le seul environnement connu, autre que la Terre, à présenter des étendues liquides en surface. Mais à une température de moins 180 degrés, impossible qu'il s'agisse d'eau. Après analyse des ondes infrarouges renvoyées par les lacs, il s'avère qu'ils sont constitués de méthane et d'éthane liquide à très basse température. Sur Terre, ces hydrocarbures existent sous forme gazeuse et nous servent de combustible. D'après les données collectées, le méthane de Titan creuse des vallées, forme des nuages et retombe même en pluie. Autrement dit, il se comporte comme l'eau sur Terre. Mais se pourrait-il que, comme l'eau sur Terre, il soit propice à la formation de la vie, en permettant aux molécules organiques de se dissoudre, de se mélanger et d'interagir? Cette question est au cœur des recherches du microbiologiste Chris McKay. Notre théorie du vivant, fondée sur le seul exemple de la Terre, intègre la nécessité d'un élément liquide. Certains vous diront qu'il faut que ce soit de l'eau. Mais en voyant Titan, on est en droit de se poser la question. Un autre liquide ne peut-il pas faire l'affaire? Mais pour Chris McKay, la vie ne saurait exister sur Titan sans l'accomplissement d'un processus fondamental. Un processus qui, selon les théories les plus largement acceptées, a eu lieu sur la jeune Terre. Nous en serions les produits. Selon ce scénario, les ingrédients de base de la vie, les molécules organiques, se sont dissoutes dans l'eau. Puis, une fois intégrées à l'élément liquide, elles se sont assemblées et ont réagi entre elles pour former des molécules plus importantes et plus complexes, vouées à se développer mystérieusement en êtres vivants. Considérer que la vie a pu avoir sa chance sur Titan, c'est postuler que les éléments constitutifs du vivant ont pu se dissoudre dans le méthane liquide. C'est ce que Chris McKay s'efforce aujourd'hui de déterminer. Avant toute chose, il lui faut reproduire les éléments constitutifs du vivant que les instruments de Cassini ont détectés dans l'atmosphère de Titan. Simulant une source d'énergie, le chercheur déclenche une étincelle électrique qui va frapper dans le tube à essai des gaz correspondant à ceux rencontrés sur Titan. Il obtient effectivement des molécules comparables à celles qui flottent dans l'atmosphère du satellite. C'est ce résidu brun au fond du tube. En reproduisant dans une éprouvette la réaction qui a lieu sur Titan, on obtient le même genre de matériaux organiques que dans son atmosphère. Ensuite, Chris McKay va recréer les lacs si particuliers de Titan en remplissant le tube à essai de méthane gazeux qu'il va refroidir à moins 143 degrés au moyen d'azote liquide.
Le méthane se liquéfie exactement comme sur la surface glacée de Titan. On a maintenant un lac en miniature dans l'éprouvette, du méthane liquide baignant nos matériaux organiques. Alors, est-ce qu'ils vont se dissoudre? Est-ce que des molécules plus complexes vont se former avec le temps? Est-ce qu'on va voir émerger une forme de vie nouvelle? Nul ne peut dire exactement comment naît la vie. Mais ce qui intéresse Chris McKay, c'est de savoir si des composés organiques peuvent se dissoudre dans le méthane liquide. Si c'était le cas, cela signifierait que les processus chimiques nécessaires à la vie pourraient se déclencher, même en contexte de froid extrême, dans des liquides autres que l'eau. On sait que les conditions là-bas permettent l'existence d'un liquide, qu'il y a une source d'énergie, des matériaux organiques, des nutriments. L'environnement est propice à la vie. Mais s'il y a une vie là-bas, elle n'a rien à voir avec les formes connues sur Terre. Grâce aux recherches de Chris McKay, nous avançons vers la possible découverte d'une vie sur Titan. Ce serait formidable de trouver de la vie sur Titan, parce que ça voudrait dire que la vie a surgi 2 fois et dans des conditions très différentes. Ça prouverait que la vie est un processus naturel voué à apparaître dans des mondes très différents, dans d'autres planètes, autour d'autres étoiles. Titan, Encelade, Europe et Io démontrent que notre système solaire lui-même recèle des mondes où certains chercheurs n'excluent pas de découvrir la vie. Les organismes qu'on y trouverait seraient taillés pour l'extrême. Leur structure serait nouvelle pour nous. Mais on se rend compte aujourd'hui que ces environnements pourraient abriter la vie. Les 3 facteurs vitaux, l'énergie, l'élément liquide et les éléments chimiques constitutifs du vivant, sont plus répandus qu'on ne l'imaginait. Et si cela se vérifie près de chez nous, ces conditions propices ne sont-elles pas susceptibles d'exister également au-delà des frontières de notre système solaire? Comprendre notre système solaire, c'est commencer à comprendre ce qui peut se passer autour d'autres étoiles, et même dans toute la galaxie. C'est changer notre perception de l'univers. Existe-t-il dans les immensités inexplorées une étoile comme le Soleil, cernée de planètes habitables et qui regorgerait de vie? Notre galaxie compte des milliards d'étoiles semblables à notre Soleil. Selon toute probabilité, les planètes en orbite autour d'elle se chiffrent en dizaines de milliards. Si la vie existe au loin là-bas, sommes-nous en mesure de la détecter? L'astronome Mario Livio est à la pointe de cette recherche. Il utilise le télescope spatial Hubble pour scruter l'espace et observer la naissance des nouvelles étoiles similaires à notre Soleil. Voici la nébuleuse d'Orion, vue par Hubble. Ici, à 1500 années-lumière de notre système solaire, de nouvelles étoiles voient le jour au cœur d'un immense nuage de poussière et de gaz. La nébuleuse a presque l'apparence d'une grotte. Dans la partie en creux, là où le gaz et la poussière ont été soufflés, on peut observer la naissance des étoiles. Et tout au centre, parmi les étoiles étincelantes, se niche une petite tache noire. C'est en fait un jeune soleil, entouré d'un épais disque de poussière et de gaz, s'étendant sur plus de 80 milliards de kilomètres. Cette tache matérialise l'aube d'un nouveau système solaire. Dans ce cas précis, ce qu'on voit, c'est le bord du disque qui fait écran à la lumière de l'étoile. L'étoile reste de ce fait invisible. Voici des images de disques similaires orientés différemment.
L'étoile, au centre, est bien visible. Ces nuages tourbillonnants de matière formeront peut-être un jour des planètes et des lunes si leurs particules de poussière, de glace et de gaz commencent à s'agglomérer. On suppose que c'est de cette façon que sont nées les planètes de notre système solaire. À en croire les observations répertoriées grâce à Hubble, les disques tourbillonnants de ce genre sont extrêmement communs. Le fait que nous en observions très souvent indique que les constituants de base des planètes sont très répandus. Des systèmes planétaires se forment donc probablement autour de la plupart des étoiles. Mais ces jeunes systèmes solaires produisent-ils des planètes semblables à la Terre, des planètes offrant les ingrédients nécessaires à l'éclosion de la vie? L'astronome Josh Eisner aimerait répondre à cette question. Pour ce faire, il s'est rendu au Mauna Kea à Hawaï, afin d'y observer plus en détail les nuages de gaz et de poussière. On cherche à savoir si ce qu'on considère comme la base du vivant sur notre planète pourrait être disponible autour d'autres étoiles. Analyser des gaz et des particules de poussière situés à des centaines d'années-lumière de distance n'est pas à la portée du premier télescope venu. Cela requiert des instruments d'une sensibilité et d'une précision hors normes, que l'on trouve à l'observatoire Keck. Perchés à 4200 mètres sur le dos d'un volcan endormi, les télescopes jumeaux Keck comptent parmi les plus puissants du monde. Josh Eisner les utilise tous deux simultanément. À l'aide d'un spectroscope, il analyse les ondes infrarouges émises depuis l'intérieur des jeunes systèmes solaires afin de déterminer ce qui les compose. On s'efforce de répertorier tous les composants de cette poussière et de ces gaz brûlants. Peut-être contiennent-ils de la vapeur vouée un jour à intégrer une atmosphère ou à former un océan. Ces découvertes sont encourageantes. Plusieurs de ces systèmes solaires lointains révèlent la présence de carbone, d'oxygène et d'hydrogène, trois éléments clés pour la formation des matériaux chimiques nécessaires à la vie. Constatation non moins surprenante. Dans certains disques, il semble que ces ingrédients se trouvent à une distance idéale de leur Soleil pour la formation future de planètes semblables à la Terre. Voilà pour la théorie. Mais la question est, ces fameuses sœurs de la Terre existent-elles? Jeff Marcy est un autre astronome que la question taraude. Il tente d'y répondre plus directement. C'est un chasseur de planètes occupé à scruter les cieux pour y découvrir une planète sœur déjà en orbite autour de son étoile à des milliers d'années-lumière de notre système solaire. Il est difficile de détecter les planètes autour d'autres étoiles pour une raison très simple. Elles ne brillent pas. Les planètes sont sombres. Cependant, grâce à des télescopes ultra perfectionnés, les infatigables chasseurs de planètes comme Jeff Marcy ont trouvé la parade. On sait qu'une étoile brille de façon constante. Sa luminosité ne varie pas. En revanche, si une planète est en orbite autour d'elle, à chaque révolution, en passant devant l'étoile quand vous l'observez, elle va masquer légèrement sa lumière. Vous allez donc voir l'étoile pâlir. Elle pâlira légèrement à chaque fois que la planète repassera devant. Et ce qui est formidable, c'est que cela vous renseigne sur la taille de la planète. Parce que plus elles sont grosses, plus elles bloquent la lumière. Voilà comment on récolte un tas d'informations en regardant pâlir les étoiles. On ne s'étonnera pas d'apprendre que la plupart des planètes découvertes ainsi par les astronomes sont des géantes au fort pouvoir obscurcissant. Observant en outre la force d'attraction qu'elles exercent sur leur étoile, Jeff Marcy en déduit que la plupart de ces planètes géantes sont gazeuses et donc peu susceptibles d'être habitables.
Dans cette quête intangible, le Graal prend la forme d'une planète bien plus petite, tellurique comme la Terre, et comme elle, propice à la vie. C'est très difficile de trouver une planète de la taille de la Terre, parce qu'une telle planète, en passant devant son étoile, ne l'obscurcirait qu'à 0,0001%. Le télescope spatial Kepler est conçu pour détecter ces baisses minimes d'intensité. Sa mission, se concentrer sur une petite portion d'espace, un périmètre de 150 000 étoiles, pour tenter d'y repérer une planète de la taille de la Terre. Sa sensibilité exceptionnelle lui permettant de détecter les plus imperceptibles baisses de luminosité, il a d'ores et déjà fourni des montagnes de données et livré les coordonnées de centaines de planètes à étudier. Kepler a découvert plusieurs planètes dont le diamètre et la masse indiquent clairement une nature tellurique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, certaines planètes au-dessus de nos têtes nous rappellent la nôtre. Ces premières planètes telluriques sont trop proches de leur étoile pour pouvoir abriter la vie. Mais la quantité de planètes encore potentiellement en lice nous pousse à poser aujourd'hui un regard neuf sur les systèmes solaires au-delà du nôtre. Manifestement, la nature produit de temps en temps des planètes énormes comme Jupiter et Saturne, souvent des planètes moyennes comme Neptune, et encore plus souvent des planètes de la taille de la Terre. On peut faire l'analogie avec une plage. Vous allez y trouver quelques gros rochers, pas mal de cailloux et un nombre considérable de grains de sable. Eh bien, les grains de sable, ce sont les planètes ressemblant à la Terre dans le cosmos. Pour Jeff Marcy, nous trouverons une planète habitable. Ce n'est qu'une question de temps. Je pense que ce paysage se retrouve à des milliards d'exemplaires sur des planètes sœurs de la Terre, les planètes habitables de notre Voie lactée. Mais en admettant que nous trouvions une planète de la bonne taille, parfaitement située, pourvue d'océans d'eau liquide, serions-nous en mesure d'y repérer une forme de vie à des centaines d'années-lumière de distance ? C'est la promesse du futur télescope spatial James Webb. Ce bijou de technologie, 3 fois plus puissant que Hubble, doit être lancé dans quelques années. Il sera capable d'analyser le flux stellaire traversant l'atmosphère des planètes sœurs de la Terre les plus proches pour tenter d'y déceler des signes révélateurs de la présence du vivant. Si on trouve une planète qui combine oxygène, méthane, dioxyde de carbone et azote comme la Terre, on a toutes les chances de découvrir des plantes à l'origine de la production de l'oxygène. À mesure que la portée des télescopes augmente et que les missions spatiales s'aventurent toujours plus loin, de nouvelles découvertes viennent transformer l'idée que nous nous faisions de notre système solaire et de notre galaxie. À chaque fois, je suis frappé par ce que nous apprennent les différentes missions. La science-fiction n'avait rien d'écrit de comparable à ce qu'on découvre aujourd'hui. Un jour, cette période sera considérée comme l'âge d'or de l'exploration du système solaire. La première fois reste toujours une première fois. Et c'est nous qui la vivons. Les chercheurs découvrent des molécules organiques, les bases mêmes du vivant, dans notre système solaire et au-delà. Il serait naïf de croire que la Terre est le seul endroit de l'univers où se joue cette chimie de la vie. Il y a des milliards de galaxies, une infinité d'étoiles avec des environnements qui connaissent certainement les mêmes processus. Les conditions qui rendent une planète habitable
sont probablement plus répandus qu'on ne le supposait. Tout ça nous suggère que la vie peut surgir facilement dans un autre monde. Les forces déployées par la nature pour susciter la vie sur la Terre pourraient bien être à l'œuvre ailleurs dans notre galaxie. Chacun peut s'amuser à scruter le ciel étoilé en se disant que toutes les lumières, là-haut, hébergent des planètes. Et là, il ne s'agit que de notre galaxie. Il en existe des centaines de milliards comme la Voie lactée. Ça donne un nombre de planètes inimaginable. Aujourd'hui, la quête est plus que jamais lancée. La vie apparaîtra-t-elle sur une lune comme Encelade? Apparaîtra-t-elle dans le faisceau d'un télescope ultra perfectionné? Apparaîtra-t-elle jamais? D'aucuns considèrent, quoi qu'il en soit, que nous sommes à un tournant de notre histoire. Le moment où nous aurons disposé pour la première fois de la technologie et du savoir-faire nécessaires pour nous lancer à la recherche de formes de vie extraterrestres. Sommes-nous seuls dans l'univers? Cette question vieille comme le monde appelle des réponses nouvelles et déconcertantes. À en croire des découvertes récentes, les conditions nécessaires à la vie pourraient bien être plus répandues qu'on ne le pensait. La science-fiction n'avait rien d'écrit de comparable à ce qu'on découvre aujourd'hui. Les missions envoyées sur notre voisine Mars fournissent des données permettant de croire qu'il s'y trouve de l'eau, l'un des ingrédients clés de la vie. Mars recèle beaucoup d'eau sous forme de glace. C'est un cube de glace recouvert de terre. Et des sondes spatiales découvrent les éléments chimiques constitutifs du vivant dans les lieux les plus inattendus. Les germes de la vie se retrouveraient potentiellement sur toutes les planètes de notre système solaire. Mais qu'en est-il des confins glacés de notre système solaire et même d'au-delà? La vie peut-elle s'y être implantée? Paysage parsemé de centaines de volcans actifs. Le périmètre susceptible d'abriter la vie s'est étendu de la Terre jusqu'aux confins du système solaire. Et des sols crachant des jets immenses jusqu'à des centaines de kilomètres dans l'espace. On pourrait tenir dans nos mains la preuve de l'existence d'une vie extraterrestre.
L'idée qu'il pourrait exister des formes de vie extraterrestres est plutôt séduisante. Notre espèce se demande depuis longtemps s'il se trouve d'autres mondes capables d'abriter la vie. Aujourd'hui, les avancées dans la recherche spatiale rendent les chances de le découvrir de plus en plus concrètes. J'adorerais découvrir une forme de vie extraterrestre. J'aime à penser qu'on y arrivera, et ce, dans les années qui viennent. Les recherches se concentrent sur un trio d'ingrédients clés. En premier lieu, les composants essentiels des organismes vivants. Ils sont constitués d'éléments simples, présents dans le nuage de gaz et de poussière qui a donné naissance à toutes les planètes et à leurs satellites. Ces composants chimiques pourraient avoir été disséminés dans tout le système solaire il y a des milliards d'années, par les comètes et les astéroïdes. Ce sont des composés dits organiques, formés de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'azote. Le deuxième ingrédient, c'est l'eau qui va permettre à ces composés de se mélanger et d'interagir. Enfin, il faut une source d'énergie, comme le soleil, nécessaire à la mise en œuvre des processus chimiques dont découle la vie. Les chercheurs ont longtemps été persuadés que ces trois ingrédients ne pouvaient exister, le cas échéant, que sur des planètes situées à une distance raisonnable du Soleil. Trop près, c'était trop chaud. Et au-delà de Mars, trop froid. Aujourd'hui, des missions envoyées aux frontières de notre système solaire remettent en cause ces conceptions. Voici Jupiter, vu par l'œil de la sonde spatiale Voyager 1, lancée il y a des décennies pour explorer le système solaire externe. À près de 800 millions de kilomètres du Soleil, le froid est tel qu'il est peu probable d'y trouver la moindre trace de vie. Voyager s'approche d'Io, l'une des quelques 60 lunes en orbite autour du mastodonte gazeux. Io devrait être un satellite glacial et stérile. Pourtant, Voyager enregistre quelque chose de totalement inattendu. Ces images réelles de sa surface révèlent des centaines de volcans géants en activité. D'autres sondes ont repéré depuis d'immenses lacs de lave en fusion. Sur notre planète, l'activité volcanique est alimentée par la chaleur du noyau terrestre. Mais Io est si petite qu'elle a dû se refroidir totalement il y a des milliards d'années. C'est donc que son cœur dissimule une autre source d'énergie. La découverte d'un volcanisme actif sur Io constitue une découverte majeure pour les planétologues. L'observation des volcans terrestres et l'étude de très nombreuses données récoltées aux abords d'Io permettent à Ashley Davis d'imaginer à quoi ressemblerait une promenade sur son sol. Figurez-vous un environnement extrêmement hostile. Soit très froid, soit très chaud, là où surgit une activité volcanique. Pas d'atmosphère. Vos pas rebondissent légèrement, car la pesanteur sur Io, comme sur la Lune, est 6 fois moindre que sur la Terre. Vous entendez le sol craquer sous vos pieds en évoluant entre les volcans dans ces vastes plaines. Nous voici au milieu d'un champ de lave. C'est noir et relativement chaud.
Cette lave provient d'un volcan comme celui qu'on aperçoit là-bas. La sonde New Horizons survole Io. Au passage, elle photographie une éruption colossale. Ce volcan s'appelle Tvashtar. Un immense panache de soufre est projeté à une hauteur de 300 km. Sur ces images prises par la sonde, on voit clairement le panache se déployer puis retomber en pluie sur la surface. Sur Io, les éruptions volcaniques sont phénoménales. Les gaz libérés par la lave projettent des nuages jusque dans le vide interstellaire. C'est très spectaculaire. Qu'est-ce qui peut bien générer autant d'énergie au cœur d'une lune réputée inerte et gelée? D'où vient cette incroyable puissance? La réponse à cette question, c'est Jupiter, sa planète parente, qui nous la fournit. L'orbite d'Io autour de Jupiter dessine une ellipse et non un cercle. À chaque révolution, Io est malmené en tous sens par les forces gravitationnelles de Jupiter et des autres lunes. Un passage au plus près du géant Jupiter lui fait subir une déformation de plus de 100 mètres. Des milliards d'années d'un tel traitement ont fait naître d'intenses frictions au sein de la petite lune. Le satellite malmené réagit comme un morceau de métal qu'on plierait et déplierait. Il s'échauffe. C'est l'origine du cœur volcanique d'Io. La considérable force de marée générée par l'attraction gravitationnelle de Jupiter crée une source d'énergie alternative très loin des rayons chauds du Soleil. Une source d'énergie capable, en théorie, de promouvoir la vie. Ce qu'Io nous apprend d'important, c'est qu'il ne faut plus croire que les zones habitables sont forcément dépendantes de l'énergie du Soleil. Le périmètre susceptible d'abriter la vie s'est étendu de la Terre jusqu'aux confins du système solaire. Cependant, la probabilité que la vie existe sur Io elle-même est des plus minces. Car elle dispose certes d'une source d'énergie et pourrait abriter les éléments chimiques constitutifs du vivant disséminés par les comètes et les astéroïdes il y a des milliards d'années, mais les chercheurs n'ont pas trouvé trace du troisième ingrédient clé, l'eau, ou son équivalent liquide. Heureusement, Io n'est pas la seule lune de Jupiter. Galileo, un vaisseau non habité de la NASA, survole la lune suivante, Europe. Il a survolé Europe 12 fois, pas une de plus. Pratiquement toutes nos données sur Europe viennent de ces 12 passages. Et chacun d'eux nous a jetés dans un état d'excitation inouï. Légèrement plus petite que notre Lune, Europe est recouverte de glace. D'après les données collectées par Galileo, sa surface affiche une température de moins 127 degrés Celsius. Rien de très propice à la vie. Mais la sonde, en se rapprochant, enregistre ces images. Un mystérieux réseau de fissures sombres est comme gravé sur la surface gelée d'Europe. À certains endroits, la glace s'est craquelée et une tranchée s'est formée. Puis un matériau a rempli le vide et a gelé, ressoudant les parties. En plus des fissures sombres, la sonde met en évidence d'immenses champs de glace déchiquetés. Comme si la glace avait fondu, s'était brisée puis reconstituée grossièrement. On observe un processus violent de destruction du sol.
Pour l'œil exercé d'un expert, le motif est familier. Il rappelle la glace qui recouvre les océans terrestres. Galiléo prend aussi des mesures du champ magnétique d'Europe. Son analyse révèle la présence sous la glace d'un courant électrique qui pourrait correspondre à celui d'un océan salé d'eau liquide. Tout indique la présence d'un océan sous la glace. Le comportement du champ magnétique suggère qu'à plusieurs kilomètres sous la surface gelée d'Europe, un océan pourrait se tapir. Un océan de 100 km de fond. Cette petite lune recèle peut-être 2 fois la quantité d'eau liquide contenue dans les océans terrestres. Quelque chose doit provoquer la fonte des glaces depuis le cœur d'Europe. Là encore, le responsable est Jupiter. La force gravitationnelle qui triture les entrailles rocheuses d'Io pour les transformer en magma est aussi à l'origine de la fonte des glaces d'Europe et de cet océan caché d'eau liquide qui zèbre sa surface gelée. La glace craque et grince en permanence, créant énormément de friction et donc de chaleur. Mais la question est de savoir si quelque chose pourrait vivre dans cet océan liquide froid enfermé sous des kilomètres de glace sans aucun accès à l'énergie du soleil. Pour le découvrir, le biologiste Tim Shank explore les océans de notre planète qui présentent le plus de ressemblances avec les profondeurs glacées d'Europe. Nous sommes à 320 km du pôle Nord. Tim Shank envoie des robots à la recherche de formes de vie à 3600 mètres sous la couche de glace arctique, là où la lumière du soleil ne perce jamais. Explorer les profondeurs de l'océan Arctique, c'est comme partir en exploration dans le système solaire. C'est un monde de pression et de température extrême où pourrait exister la vie. Cette question vieille comme le monde appelle des réponses nouvelles et déconcertantes. À en croire des découvertes récentes, les conditions nécessaires à la vie pourraient bien être plus répandues qu'on ne le pensait. La science-fiction n'avait rien d'écrit de comparable à ce qu'on découvre aujourd'hui. Les missions envoyées sur notre voisine Mars fournissent des données permettant de croire qu'il s'y trouve de l'eau, l'un des ingrédients clés de la vie. Mars recèle beaucoup d'eau sous forme de glace. C'est un cube de glace recouvert de terre. Et des sondes spatiales découvrent les éléments chimiques constitutifs du vivant dans les lieux les plus inattendus. Les germes de la vie se retrouveraient potentiellement sur toutes les planètes de notre système solaire. Mais qu'en est-il des confins glacés de notre système solaire et même d'au-delà? La vie peut-elle s'y être implantée? De nouvelles missions nous donnent à voir des mondes étranges, des lunes recelant peut-être de vastes océans sous des kilomètres de glace. Des paysages parsemés de centaines de volcans actifs. Le périmètre susceptible d'abriter la vie s'est étendu de la Terre jusqu'aux confins du système solaire. Et des sols crachant des jets immenses jusqu'à des centaines de kilomètres dans l'espace. On pourrait tenir dans nos mains la preuve de l'existence d'une vie extraterrestre. Que l'une d'elles ressemble à la Terre.
On trouvera des mondes habitables, c'est sûr. La semaine prochaine, l'année prochaine, tôt ou tard. L'idée qu'il pourrait exister des formes de vie extraterrestres est plutôt séduisante. Notre espèce se demande depuis longtemps s'il se trouve d'autres mondes capables d'abriter la vie. Aujourd'hui, les avancées dans la recherche spatiale rendent les chances de le découvrir de plus en plus concrètes. J'adorerais découvrir une forme de vie extraterrestre. J'aime à penser qu'on y arrivera, et ce, dans les années qui viennent. Les recherches se concentrent sur un trio d'ingrédients clés. En premier lieu, les composants essentiels des organismes vivants. Ils sont constitués d'éléments simples, présents dans le nuage de gaz et de poussière qui a donné naissance à toutes les planètes et à leurs satellites. Ces composants chimiques pourraient avoir été disséminés dans tout le système solaire il y a des milliards d'années, par les comètes et les astéroïdes. Ce sont des composés dits organiques, formés de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'azote. Le deuxième ingrédient, c'est l'eau qui va permettre à ces composés de se mélanger et d'interagir. Enfin, il faut une source d'énergie, comme le soleil, nécessaire à la mise en œuvre des processus chimiques dont découle la vie. Les chercheurs ont longtemps été persuadés que ces trois ingrédients ne pouvaient exister, le cas échéant, que sur des planètes situées à une distance raisonnable du Soleil. Trop près, c'était trop chaud. Et au-delà de Mars, trop froid. Aujourd'hui, des missions envoyées aux frontières de notre système solaire remettent en cause ces conceptions. Voici Jupiter, vu par l'œil de la sonde spatiale Voyager 1, lancée il y a des décennies pour explorer le système solaire externe. À près de 800 millions de kilomètres du Soleil, le froid est tel qu'il est peu probable d'y trouver la moindre trace de vie. Voyager s'approche d'Io, l'une des quelques 60 lunes en orbite autour du mastodonte gazeux. Io devrait être un satellite glacial et stérile. Pourtant, Voyager enregistre quelque chose de totalement inattendu. Ces images réelles de sa surface révèlent des centaines de volcans géants en activité. D'autres sondes ont repéré depuis d'immenses lacs de lave en fusion. Sur notre planète, l'activité volcanique est alimentée par la chaleur du noyau terrestre. Mais Io est si petite qu'elle a dû se refroidir totalement il y a des milliards d'années. C'est donc que son cœur dissimule une autre source d'énergie. La découverte d'un volcanisme actif sur Io constitue une découverte majeure pour les planétologues. L'observation des volcans terrestres et l'étude de très nombreuses données récoltées aux abords d'Io permettent à Ashley Davis d'imaginer à quoi ressemblerait une promenade sur son sol.
Figurez-vous un environnement extrêmement hostile. Soit très froid, soit très chaud, là où surgit une activité volcanique. Pas d'atmosphère. Vos pas rebondissent légèrement, car la pesanteur sur Io, comme sur la Lune, est 6 fois moindre que sur la Terre. Vous entendez le sol craquer sous vos pieds en évoluant entre les volcans dans ces vastes plaines. Nous voici au milieu d'un champ de lave. C'est noir et relativement chaud. Cette lave provient d'un volcan comme celui qu'on aperçoit là-bas. La sonde New Horizons survole Io. Au passage, elle photographie une éruption colossale. Ce volcan s'appelle Tvashtar. Un immense panache de soufre est projeté à une hauteur de 300 km. Sur ces images prises par la sonde, on voit clairement le panache se déployer puis retomber en pluie sur la surface. Sur Io, les éruptions volcaniques sont phénoménales. Les gaz libérés par la lave projettent des nuages jusque dans le vide interstellaire. C'est très spectaculaire. Qu'est-ce qui peut bien générer autant d'énergie au cœur d'une lune réputée inerte et gelée? D'où vient cette incroyable puissance? La réponse à cette question, c'est Jupiter, sa planète parente, qui nous la fournit. L'orbite d'Io autour de Jupiter dessine une ellipse et non un cercle. À chaque révolution, Io est malmenée en tous sens par les forces gravitationnelles de Jupiter et des autres lunes. Un passage au plus près du géant Jupiter lui fait subir une déformation de plus de 100 mètres. Des milliards d'années d'un tel traitement ont fait naître d'intenses frictions au sein de la petite lune. Le satellite malmené réagit comme un morceau de métal qu'on plierait et déplierait. Il s'échauffe. C'est l'origine du cœur volcanique d'Io. La considérable force de marée générée par l'attraction gravitationnelle de Jupiter crée une source d'énergie alternative très loin des rayons chauds du Soleil. Une source d'énergie capable, en théorie, de promouvoir la vie. Ce qu'Io nous apprend d'important, c'est qu'il ne faut plus croire que les zones habitables sont forcément dépendantes de l'énergie du Soleil. Le périmètre susceptible d'abriter la vie s'est étendu de la Terre jusqu'aux confins du système solaire. Cependant, la probabilité que la vie existe sur Io elle-même est des plus minces. Car elle dispose certes d'une source d'énergie et pourrait abriter les éléments chimiques constitutifs du vivant disséminés par les comètes et les astéroïdes il y a des milliards d'années, mais les chercheurs n'ont pas trouvé trace du troisième ingrédient clé, l'eau, ou son équivalent liquide. Heureusement, Io n'est pas la seule lune de Jupiter. Galileo, un vaisseau non habité de la NASA, survole la lune suivante, Europe. Il a survolé Europe 12 fois, pas une de plus. Pratiquement toutes nos données sur Europe viennent de ces 12 passages. Et chacun d'eux nous a jetés dans un état d'excitation inouïe. Légèrement plus petite que notre Lune, Europe est recouverte de glace. D'après les données collectées par Galileo, sa surface affiche une température de moins 127 degrés Celsius. Rien de très propice à la vie. Mais la sonde, en se rapprochant, enregistre ces images.
Un mystérieux réseau de fissures sombres est comme gravé sur la surface gelée d'Europe. À certains endroits, la glace s'est craquelée et une tranchée s'est formée. Puis un matériau a rempli le vide et a gelé, ressoudant les parties. En plus des fissures sombres, la sonde met en évidence d'immenses champs de glace déchiquetés. Comme si la glace avait fondu, s'était brisée puis reconstituée grossièrement. On observe un processus violent de destruction du sol. Pour l'œil exercé d'un expert, le motif est familier. Il rappelle la glace qui recouvre les océans terrestres. Galiléo prend aussi des mesures du champ magnétique d'Europe. Son analyse révèle la présence sous la glace d'un courant électrique qui pourrait correspondre à celui d'un océan salé d'eau liquide. Tout indique la présence d'un océan sous la glace. Le comportement du champ magnétique suggère qu'à plusieurs kilomètres sous la surface gelée d'Europe, un océan pourrait se tapir. Un océan de 100 km de fond. Cette petite lune recèle peut-être 2 fois la quantité d'eau liquide contenue dans les océans terrestres. Quelque chose doit provoquer la fonte des glaces depuis le cœur d'Europe. Là encore, le responsable est Jupiter. La force gravitationnelle qui triture les entrailles rocheuses d'Io pour les transformer en magma est aussi à l'origine de la fonte des glaces d'Europe et de cet océan caché d'eau liquide qui zèbre sa surface gelée. La glace craque et grince en permanence, créant énormément de friction et donc de chaleur. Mais la question est de savoir si quelque chose pourrait vivre dans cet océan liquide froid enfermé sous des kilomètres de glace sans aucun accès à l'énergie du soleil. Pour le découvrir, le biologiste Tim Shank explore les océans de notre planète qui présentent le plus de ressemblances avec les profondeurs glacées d'Europe. Nous sommes à 320 km du pôle Nord. Tim Shank envoie des robots à la recherche de formes de vie à 3600 mètres sous la couche de glace arctique, là où la lumière du soleil ne perce jamais. Explorer les profondeurs de l'océan Arctique, c'est comme partir en exploration dans le système solaire. C'est un monde de pression et de température extrême où pourrait exister la vie. Ici, l'activité volcanique broie et pétrit le fond de l'océan. Les chercheurs postulent qu'un phénomène similaire est à l'œuvre sous l'océan d'Europe. Il doit y avoir un noyau rocheux soumis à la force de marée et aux attractions qui se déforme comme le reste de la planète. Et la chaleur produite doit se répercuter quelque part. Sur le fond tourmenté de l'océan Arctique, les robots de Tim Shank collectent les preuves de la rigueur de l'environnement. Des fissures volcaniques crachent une eau à 370 degrés saturée de composés chimiques toxiques comme le sulfure d'hydrogène. Tim Shank est persuadé que ce genre de fissures se retrouve sur les fonds marins d'Europe. Et là, agglomérée autour des fissures dans le noir le plus total, l'armada de Tim Shank découvre des organismes vivants. On a découvert de nouvelles formes de vie, des microbes qui recouvrent des kilomètres de fonds marins. Même les eaux les plus froides et les plus profondes des océans polaires recèlent une vie qu'on ne soupçonnait pas. Incapables d'utiliser l'énergie du soleil pour alimenter leurs processus vitaux, ces microbes se servent du soufre, de l'hydrogène et du méthane comme source d'énergie chimique. Et les microbes composent le premier maillon
d'une vaste chaîne alimentaire. La découverte de la vie ici rend plausible l'éventualité d'une vie sur Europe. Il me paraît clair que les éléments chimiques constitutifs du vivant existent sur Europe. Je vois mal lequel pourrait manquer dans ces eaux. Je serais surpris qu'on n'y découvre aucune forme de vie. Europe recèlerait donc à la fois de l'eau liquide, une source d'énergie et les éléments chimiques constitutifs du vivant sans doute déposés par les comètes et les astéroïdes. Nous voici de plus en plus tentés de croire que des formes de vie existent dans des lieux où on n'aurait jamais pensé les trouver. Des lunes qui, en exécutant leur révolution, produisent de la chaleur, donc une fonte des glaces et des océans souterrains propices au développement de la vie, voilà une idée qui bouscule nos conceptions. Parvenir à poser une sonde sur Europe pour tester cette théorie serait déjà une gageure. Cependant, ce ne serait qu'une partie du défi posé par la recherche de la vie à une distance de 800 millions de kilomètres. Il faut concevoir un robot capable de traverser des kilomètres de glace. Ce n'est déjà pas évident sur Terre. Ensuite, il faut qu'il puisse nager. On y arrivera. Et j'adorerais pouvoir le voir, mais ça va être difficile. Europe n'est pas le seul lieu intrigant dans les confins du système solaire. Des conditions similaires pourraient-elles exister sur d'autres lunes en orbite autour d'autres planètes? Des planètes encore plus éloignées du Soleil? La mission spatiale Cassini-Huygens a été conçue pour répondre à cette question. La sonde se dirige vers la planète aux anneaux, Saturne, située à près d'1,5 milliard de kilomètres du Soleil. Sa mission, explorer Saturne, déterminer comment se sont formés ces immenses anneaux et inspecter quelques lunes parmi les 60 et plus en orbite autour du géant. L'objectif de cette mission était de nous fournir le maximum d'éléments sur le système saturnien. C'est une mission d'exploration capitale. La sonde offre aux chercheurs une perspective inédite sur ce mystérieux système planétaire. Cassini a été équipé des instruments les plus sophistiqués jamais emmenés dans le système solaire externe. Des caméras, des spectromètres. C'est l'avant-poste robotisé le plus lointain que l'homme ait implanté autour du Soleil. 7 ans après son lancement, Cassini entre enfin dans l'orbite de Saturne. Les fameux anneaux nous apparaissent pour la première fois en détail. Ils s'étendent sur des centaines de milliers de kilomètres. Et pourtant, à certains endroits,